Salut les infocrates, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Là, c'est la rentrée et on va parler de l'actualité politique de la rentrée 2023. Une actualité chargée parce qu'il y a des ambitions qui commencent à se voir de certaines personnes. Donc on va voir ensemble qui donne à voir ses ambitions présidentielles pour la prochaine élection, qui se place pour faire quoi, etc. Quelles sont les prochaines échéances politiques 2024. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les commentaires, les petits pouces, afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de l'actualité chargée, l'actualité politique de la rentrée. On va tout décortiquer ensemble et on va voir tout ce qui va se passer. C'est parti. Alors, l'actualité politique de la rentrée 2023, c'est Gérald Darmanin qui a fait sa rentrée politique à Tourcoing en présence de tout le gouvernement ainsi que de la première ministre Elisabeth Borne. Il y avait eu un certain nombre de jours où on n'était pas sûr qu'Elisabeth Borne viendrait, qu'elle était prévue, mais on ne savait pas si elle viendrait. Finalement, elle est venue, elle a fait un discours. Gérald Darmanin a fait un discours aussi pour présenter un petit peu sa personne, pour dire ce qu'il avait comme projet. On a tous compris que c'était une rentrée politique importante et chargée pour lui, parce que c'est une rentrée politique où il veut signifier à la majorité, ainsi qu'à la droite, qu'il est candidat à la prochaine élection présidentielle. En tout cas, c'est son ambition, donc c'est pour 2027. Pour l'instant, on est en 2023. Les choses se passeront dans 4 ans, mais les choses se préparent en amont, comme toujours, comme vous le savez. Quand Hollande a fini son quinquennat, on parlait de Macron tout le temps, partout. D'autant plus que Hollande a annoncé qu'il ne se représenterait pas, parce qu'il était dans une situation politique exécrable. Donc à partir du moment, en plus, où François Hollande avait annoncé qu'il ne se représenterait pas, la guerre de succession était extrêmement vive. Mais en plus, on préparait Macron quand même depuis bien avant cette annonce. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour Nicolas Sarkozy lui-même. Quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, il se préparait à prendre la succession de Jacques Chirac bien avant de se présenter à l'élection de 2007. Il était ministre de l'Intérieur, il se faisait voir partout. Et c'est très exactement ce qui se passe aujourd'hui avec Gérald Darmanin. Il fait la stratégie de Sarko, c'est-à-dire se faire voir en tant que ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, ministre de la Police, ministre des Français, ministre du Quotidien, etc., etc. En plus, il a été ministre du Budget avant d'être ministre de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy aussi, d'ailleurs, avait été ministre du Budget avant d'être ministre de l'Intérieur. Donc, Gérald Darmanin s'inscrit comme ça dans ce parallélisme de carrière et de parcours avec le parcours de Nicolas Sarkozy. Il se pose en plus en rassembleur de la droite. Il dit que la droite n'est pas assez populaire. Il veut reconquérir les classes populaires que la gauche et la droite traditionnelle ont perdues en faveur de Marine Le Pen. Donc la stratégie pour lui, c'est de récupérer ces classes populaires. Donc c'est aussi la même stratégie que Nicolas Sarkozy en 2007, qui grâce à des conseillers tels que Patrick Buisson, avait réussi à avoir un discours suffisamment qualifié de droite pour pouvoir prendre les électeurs de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Et ça avait été qualifié de la stratégie de siphonnage des électeurs de Le Pen. Et cette stratégie avait fonctionné et ça avait créé une forme d'union des droites, d'autant plus qu'à l'époque, le centre n'était pas aussi fort qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, le centre, c'est Macron. À l'époque de Nicolas Sarkozy, il n'y avait pas un centre aussi fort. Donc la droite, c'était Nicolas Sarkozy, c'était le parti de l'UMP à l'époque, et l'autre droite alternative, c'était Jean-Marie Le Pen. Et pour Nicolas Sarkozy, rien de plus simple que de siphonner les voix du FN, en faisant un discours plus radical et plus dur. Les réserves de voix n'étaient que chez Jean-Marie Le Pen, et toute la droite était réunie derrière lui, grosso modo. Aujourd'hui, donc il y a un parallélisme de stratégie aussi, en plus du parallélisme de carrière, au niveau de Gérald Darmanin, que Gérald Darmanin essaie d'établir avec la vie de Nicolas Sarkozy. Ceci étant dit, le contexte est quand même tout à fait différent. Là, on est quasiment 20 ans plus tard, donc on est 17 ans plus tard, quelque chose comme ça. Et le centre a été pris par Emmanuel Macron, il a été mis au pouvoir par Emmanuel Macron. D'aucuns appelleront ça le centre, d'autres appelleront ça la classe politique gauche et européiste, mondialiste.
qualifiez ça comme vous voulez. Ceci étant dit, Macron a mis le centre au pouvoir. C'est le droite et gauche, c'est le mélange entre la droite modérée et la gauche modérée. Voilà, c'est la droite libérale et la gauche des valeurs, en gros. Et donc, Darmanin cherche à s'inscrire dans le parcours de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy l'a adoubé à travers un livre dont les bonnes feuilles sont parues dans la presse, où il dit grosso modo que Darmanin est un très bon choix et que il critique un peu Emmanuel Macron, notamment sur l'Ukraine. Et donc, Darmanin, il se met dans le parcours comme ça de Nicolas Sarkozy, à une différence près, c'est que le centre a pris le pouvoir et que Darmanin, qui cherche à faire l'union des droites, il va devoir faire l'union du centre macroniste, plus de la droite des Républicains, plus éventuellement des électeurs de Marine Le Pen, sans parler de Marine Le Pen, plus éventuellement les électeurs de Zemmour. Enfin voilà, ça va être... Il y a plus de complications pour Gérald Darmanin s'il veut faire l'union des droites que pour Nicolas Sarkozy en 2007. Et sa stratégie, c'est de récupérer donc les votes populaires que Marine Le Pen a pris. D'autant plus que Marine Le Pen ne s'exprime pas, elle s'exprime très peu, dans le but de ne pas perdre son électorat, et que Darmanin, lui, occupe le terrain, donc il occupe l'espace vide, donc éventuellement, en occupant l'espace vide, il peut avoir un discours comme ça, où les électeurs de Marine Le Pen peuvent être sensibles. Parce que c'est le ministre de l'Intérieur, qu'il a un discours sécuritaire, il a un discours sur les classes populaires. Ceci étant dit, il va devoir quand même étoffer son discours d'une vision plus globale, et pas juste d'une vision sécuritaire. Donc il va falloir avoir une vision économique, une vision budgétaire, une vision à long terme, avec un programme, etc. Ceci étant dit, Darmanin, il a une petite différence avec Nicolas Sarkozy, c'est que il ne construit pas sa campagne sans Emmanuel Macron. Il s'inscrit dans une campagne où il donne quand même des gages de loyauté à Emmanuel Macron, il donne des gages de loyauté à Elisabeth Borne, il s'inscrit dans la suite du gouvernement actuel et d'Emmanuel Macron, dans la succession d'Emmanuel Macron, puisqu'il a invité à sa rentrée politique tout le gouvernement ainsi que la première ministre elle-même, qui a fait un discours à sa rentrée politique. Donc, on est sur quelqu'un qui a une stratégie de dire je suis la suite d'Emmanuel Macron, plus l'angle de droite sécuritaire, plus populaire qu'Emmanuel Macron. Il se différencie, mais dans la continuité. Et c'est là où, pour Darmanin, ça va être assez compliqué, parce qu'il y a de la concurrence sur la succession d'Emmanuel Macron. La concurrence, elle est au niveau de Bruno Le Maire, qui veut aussi y aller en 2027. Elle est au niveau d'Édouard Philippe, qui a été Premier ministre, et qui est extrêmement populaire, et qui veut faire la succession d'Emmanuel Macron, en ayant été quand même son propre Premier ministre, et d'ailleurs le premier, donc le premier chronologiquement. Donc ça veut dire que Édouard Philippe, ayant occupé le poste de Premier ministre, peut avoir une plus forte légitimité que Gérald Darmanin. Bruno Le Maire étant quelqu'un qui a été ministre sous Sarkozy, qui a occupé des postes depuis plus longtemps que Gérald Darmanin, il a plus d'expérience ministérielle. Bruno Le Maire peut aussi apparaître plus légitime. Il y a Laurent Wauquiez au niveau des Républicains, qui a des ambitions et qui peut très bien avoir une plus forte légitimité, parce qu'il a lui-même été ministre de Sarkozy aussi, et qu'en plus il est président de région, donc il peut avoir une assise locale, une assise territoriale, qui peut lui donner une forte légitimité en termes d'expérience. Et d'ailleurs, on voit que dans la rentrée politique des Républicains, qui a été organisée par Éric Ciotti, on a invité Laurent Wauquiez pour avoir des images de lui au milieu du parti, et pour pouvoir le mettre en avant. D'ailleurs, le pacte qui a été proposé à Éric Ciotti pour être président du parti, c'est de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle et de laisser Laurent Wauquiez y aller pour les Républicains. Donc Ciotti est là pour favoriser l'élection de Laurent Wauquiez en 2027, et il est uniquement là pour ça. Son travail, c'est de faciliter le chemin de Laurent Wauquiez pour y aller. Donc, si vous voulez, à droite, il y a du monde. Il y a peut-être Pécresse qui commence à lever la voix. Il y a Xavier Bertrand qui commence à lever la voix. Vous avez comme ça beaucoup de gens à droite
qui réclament leur place. Certains dans la succession de Macron, donc Philippe, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Darmanin. Certains dans l'opposition, forcément, à Macron, ou en tout cas une forme d'opposition. Donc ça va être Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, peut-être Éric Zemmour. Donc ça veut dire que on est dans une situation où la droite part divisée. On a une droite morcelée et la droite part divisée pour 2027. Et ils cherchent tous à faire l'union des droites. Ils cherchent tous à faire l'union des droites. Donc ça va être extrêmement compliqué. D'autant plus que les Républicains, ils sont tiraillés entre Marine Le Pen, Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Ils ont les valeurs identitaires plutôt sécuritaires qui sont plutôt d'extrême droite, qu'on retrouve chez quelqu'un comme Éric Zemmour ou un peu moins mais chez Marine Le Pen. Et ils sont sur une ligne libérale qu'on retrouve chez Emmanuel Macron. Et donc, les Républicains, il faut qu'ils trouvent leur positionnement d'ici 2027, leur candidat d'ici 2027. Et le successeur d'Emmanuel Macron qui va se mettre pour Renaissance, peut-être le parti de Macron, ça va être aussi pareil. C'est-à-dire qu'il va être sur la droite libérale économiquement, sur les valeurs de gauche. Mais sur les valeurs de gauche, si on veut des valeurs de gauche, on vote à gauche. Et si on veut la droite libérale, on peut voter LR ou Zemmour. Donc le positionnement du candidat de droite va être extrêmement compliqué à trouver. Et il va falloir qu'il y ait un candidat de droite en 2027. Et on ne peut pas se permettre d'y aller à droite, en tout cas, avec plusieurs candidats au premier tour. Sinon, c'est Marine Le Pen qui passe au deuxième tour, et ça, c'est très clair. Et de toute façon, c'est exactement pareil pour la gauche, puisqu'on a beau avoir une NUPES qui a fait sensation aux législatives 2022. Il n'empêche que là, à la rentrée politique, on voit que chacun fait sa rentrée politique dans son coin, avec ses propres débats, ses propres congrès, ses propres universités d'été, ses propres discours. Et ça parle apparemment d'avoir, pour les socialistes, une liste à part, une liste socialiste pour les élections européennes. Donc ça veut dire de ne pas avoir une liste NUPES. Et Ségolène Royal parle de faire une liste d'union avec la France Insoumise pour les européennes. C'est-à-dire qu'elle n'y va pas avec les socialistes, elle y va avec la France Insoumise. Donc il y a alors qu'elle est socialiste au départ et qu'elle était candidate socialiste à la présidentielle en 2007, en face de Sarkozy. Donc ça veut dire que la gauche est divisée aussi et qu'on peut se retrouver en 2027 avec un candidat LFI, un candidat socialiste, un candidat communiste, alors qu'il y a une NUPES à l'Assemblée. Et on est en face d'un gouvernement qui aujourd'hui cherche à faire en sorte que ce ne soit plus l'Assemblée qui décide des textes et des grandes réformes qu'ils vont mettre en place, et que ça fasse beaucoup moins de cacophonie, beaucoup moins de bruit, moins de 49.3 et moins de motions de censure à voter, qu'on donne moins la parole à la gauche, puisque ça a été la cacophonie, le bazar total depuis un an, depuis l'élection. Donc ça veut dire que là, l'Assemblée, ils vont avoir un peu moins la parole pendant les 4 prochaines années, donc ça veut dire que la gauche, on la verra un peu moins, puisque c'est la stratégie d'Elisabeth Borne, parce qu'elle veut pas risquer son poste avec des motions de censure et des échecs de majorité, parce qu'elle est là pour ça, elle est Premier ministre, donc elle est censée avoir une majorité qu'elle n'a pas, pour l'instant. Donc, elle cherche déjà à essayer de faire taire la gauche à l'Assemblée nationale. Donc, pour l'instant, aucune famille politique, ni à gauche ni à droite, n'est en mesure d'avoir un candidat solide, unique, pour 2027. Même si ça a l'air loin, pour terminer avec cet édito, ça a l'air loin aujourd'hui, mais il n'empêche que quand il y a une succession qui doit se faire, parce que le candidat principal, le président, il est en fin de mandat, il y a eu 2 mandats pour Macron, il ne peut pas se représenter, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera quelqu'un d'autre en 2027. Donc ça veut dire que la succession, elle se prépare de toute façon maintenant. Parce qu'en fait, on peut anticiper, on sait que Macron ne se représentera pas en 2027 parce qu'il n'a pas le droit. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, la succession, elle se prépare tout de suite. Parce qu'on a l'information déjà
que Macron n'ira pas en 2027. Donc, Macron est au courant, Macron sait qu'il y a une succession qui se prépare, et il veut que ce soit quelqu'un de son camp. Donc aujourd'hui, il y a Darmanin comme option, il y a Édouard Philippe comme option, et on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais Darmanin, il est clair qu'il est prêt. Il est sur le starting block. Il va passer les 4 prochaines années à préparer sa campagne 2027. Et ça, c'est clair et net pour tout le monde. Ceci étant dit, pour ouvrir cet édito et revenir à l'actualité plus terre à terre, on va voir le texte sur le budget 2024 qui va passer cet automne, et le texte immigration qu'on va essayer de faire voter, que la première ministre va essayer de faire voter. Ce sont 2 tests politiques pour la première ministre qui, comme je vous le disais, essaye d'avoir une majorité tant bien que mal, puisqu'elle n'a pas réussi à l'avoir jusqu'à présent. Sur la réforme des retraites, ça a été une catastrophe. Elle a failli être virée, donc elle va essayer de garder son poste en essayant de faire voter les 2 textes le mieux possible, en n'ayant pas de majorité, en sachant que personne ne la suit. Donc ça veut dire que ça va être extrêmement compliqué de travailler pour elle. On va voir les prochains mois, puisque les européennes 2024 peuvent signifier que on va la virer en tant que Premier ministre, puisque quand il y a des élections qu'on perd un peu, qui sont pas satisfaisantes, on change de Premier ministre pour changer d'air. ERE, E accent grave RE. Et Elisabeth Borne, là, les prochains mois pour elle, c'est test. Donc on va voir comment elle va s'y prendre sur le texte immigration et sur le budget. Parce que en plus sur le budget, c'est là le sujet sur lequel on peut faire des 49.3 à volonté. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des bisbilles politiques qu'elle essaie d'éviter, mais qu'elle peut pas réussir à empêcher. Parce que la gauche est bruyante aujourd'hui à l'Assemblée nationale, donc on va voir comment ça se passe pour elle. Voilà, c'est la fin de cet édito de la rentrée politique. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura remis les idées en place. Et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!